Nous sommes des structures, nous sommes des vertébrés. D'accord? Les vertébrés, c'est que nous sommes composés de vertèbres. Les vertèbres sont des anneaux. Et dans chaque anneau, tu as une artère, une veine, un muscle, un os. D'accord? Et au niveau céphalique, les vertèbres sont représentées par des bourgeons faciaux. Et au niveau cervical, c'est pareil, il y a des arcs bronchiaux. La différence qu'il y a, c'est qu'au niveau facial, les arcs bronchiaux, au niveau, je dirais, profond, fusionnent très tôt pour faire un stomodéum. Donc, il n'y a pas de fistule profonde au niveau facial. Par contre, au niveau cervical, le tube digestif, lui, peut fusionner de manière un peu, je dirais, un peu moins simplexe et donc plus chaotique, et donc laisser des kystes. Donc, tous les kystes sont forcément placés aux zones de jonction. Et le marqueur principal du coup, c'est le sternoclédomastoïdien. D'accord? Tout se passe au niveau du sterno et au niveau de l'angle mandibulaire. D'accord? Donc, on va à ce stade, le stade ultérieur, je vous montre sur cette image-là pour vous montrer que le sinus cervical se forme par un développement plus important de la deuxième poche ectobronchiale et qu'il peut y avoir des inclusions. Nous sommes comme un bonhomme Michelin. Quand on se forme par anneaux, et quand ces anneaux fusionnent, il doit y avoir mort cellulaire. Si la mort cellulaire n'a pas lieu, il y a un reliquat. Et ce reliquat, si c'est du côté cutané, c'est un kyste dermoïde. Et si c'est du côté, je dirais, des voies aérodigestives, c'est composé d'un épithélium aérodigestif. D'accord? C'est toujours la même histoire. L'histoire des kystes bronchiaux est assez constante. Le kyste tractus thyroglosse, vous savez que la thyroïde migre et qu'à ce titre, elle peut laisser des morceaux en chemin et que la définition du kyste tractus thyroglosse, c'est pas compliqué, c'est un seul mot, c'est milieu. Toute anomalie au milieu du cou, la mandibule, hop, ça va être un cathéter jusqu'à preuve du contraire. D'accord? La localisation est vraiment vitale. On va passer les bourgeons faciaux. Chaque zone de bourgeon peut entraîner une anomalie correspondante. La société de dermato a fait un cadre général avec les anomalies médianes, les anomalies latérales, et vous avez en 3, le numéro 3, c'est le sternoclédomastien qui donne l'élément de repère numéro 1. Alors, j'ai pris une image. À chaque zone de collage, il peut y avoir un kyste. En dermoïde, c'est la queue du sourcil. Un dermoïde nasal plus rare. La fente macrostomique, les kystes latéraux du cou, les kystes tractus. Vous voyez que chaque chose est à son même endroit et on va évoquer chacun. Vous avez tous vu un enchondrome ou un enchondrome localisé au niveau de la ligne macrostomique ou encore une fistule préhélicéenne. Quel est le risque des fistules préhélicéennes? De s'infecter. Et qu'est-ce qui est très rigolo dans les fistules préhélicéennes? C'est quand vous regardez les parents, il est fort probable qu'il y en ait un des deux qui en ait. Et a longtemps traîné le fait qu'il fallait chercher une anomalie bronchiale, rénale, ésotobronchio-rénaux. Ok, mais il ne faut pas exagérer, quoi. C'est-à-dire que c'est de la pédiatrie, je dirais, un peu hypertrophique, on va dire. Qui est surinfecté. Là, on bascule dans les anomalies cervicales, c'est le triangle de Poncet, c'est la fistule de la première poche ectobronchiale. D'accord? Quand on fait un scan, puisque le sujet c'est l'imagerie, vous pouvez avoir un kyste qui est localisé sous le conductif, sur le trajet du 7. Donc, il faut vraiment confier ça à un chirurgien qualifié. Parce que si on va dessus, bille en tête, paralysie faciale. Le kyste de la queue du sourcil, qui a la particularité d'être au-dessus du muscle. Attention au diagnostic différentiel, il peut y avoir des lésions de type des épis. Alors, c'est un petit caillou, on va dire, pour faire simple. C'est épithélioma calcifié de Malherbe. Je ne sais pas pourquoi ils ont appelé ça comme ça, c'est un truc de fou. Enfin, globalement, c'est complètement bénin. Mais ça peut être un diagnostic différentiel. On est au milieu, donc c'est à preuve du contraire. Jusqu'à preuve du contraire, un kyste du tractus par définition. Là, on n'est pas au milieu. On est au bord antérieur du sterno. On est sur le versant cutané. Donc, c'est une anomalie de la deuxième poche ectobronchiale, donc la partie cutanée. Sauf que si on met un trajet et qu'on va voir jusqu'où elle va, on peut avoir une mauvaise surprise parce que ça peut aller jusqu'à l'amygdale. Pas jusqu'au pilier d'amygdale, jusqu'à l'amygdale elle-même. D'accord? Puisqu'en fait, sur tout le trajet, vous pouvez avoir un kyste côté peau, vous pouvez avoir un kyste côté amygdale, je vous montrerai des images, et vous pouvez avoir un kyste entre les deux, et vous pouvez avoir les deux en même temps. C'est rare, c'est même exceptionnel, mais bon, c'est théorique. Donc, là, c'est un kyste amygdaloïde, donc c'est l'autre versant qui va s'exprimer par son volume. Cliniquement, c'est un kyste du cou. Qu'est-ce qu'on fait? On ne s'emmerde pas. On ne fait même pas une écho, on fait un scan. On fait un scan, pourquoi? Parce que toutes ces cochonneries-là ont quand même l'abominable défaut de se coller au gros vaisseau. Et que donc ça peut être en avant, en arrière, entre les deux. Certaines fois, c'est parce que ça passe entre la bifurcation carotidienne. Genre, on fait un scan, on ne s'emmerde pas.
Là, vous avez une image cariogravée, vous avez la flotte dedans qui vous signe le caractère kystique. Un kyste, c'est un liquide, d'accord? Vous avez une paroi qui est correcte, vous savez que c'est pas malin, ça fait je sais pas combien de temps que ça évolue, et là, vous regardez si ça se prolonge vers l'amygdale. L'examen de référence, pour moi, c'est pas l'échographie, c'est le scan. Là, vous avez l'autre versant, vous voyez, vous avez la mandibule, la lésion est à droite donc de l'image, vous voyez la composante parotidienne un peu profonde qui est altérée et l'expansion du kyste qui va vers l'amygdale. Voilà, ça on fait un scan, le diagnostic il est assez simple. Il y a un doute? Une grosse boule pleine de flotte au niveau de l'angle mandibulaire, on sait ce que c'est, point. D'accord? Le scan est tellement parlant qu'il n'y a même pas besoin d'être radiologue pour interpréter un scan. Sauf qu'il faut demander au radiologue où est-ce que c'est par rapport au gros vaisseau quand même. Donc c'est mieux de faire une injection, enfin bon, il y a 2-3 trucs comme ça. Mais à la base, même un scan de base, vous fait le diagnostic. Pareil, ça se passe de commande. Une fois que vous en avez vu un, enfin, vous avez tous vu. Sauf que quand on vous met les légendes sur ce qui est mobilisé par la lésion, vous devenez un peu plus prudent. C'est pour ça que je lui dis, ne les gérez pas, vous envoyez au chirurgien, vous embêtez pas. Ah, il y a quelqu'un qui a pris la main. Hop. Le diagnostic différentiel. Alors, il y a un élément clinique là qui vous fait dire que c'est probablement pas un kyste du coup standard, c'est que vous avez une petite plaque d'angiome et que l'histoire, c'est l'histoire d'un angiome. Mais ça fait une tumeur latérale, un peu souple, un peu, ça peut se discuter. En réalité, non, mais ça fait partie. Par contre, le grand diagnostic différentiel, en tout cas chez les tout petits, sont les lymphangiomes kystiques, surtout à grande vésicule, d'accord? Ou les lymphangiomes kystiques, à ce moment-là, alors l'aspect scanérologique, il faut vraiment que ce soit une forme uniloculaire un peu spécifique, mais ça peut se discuter. Voilà le truc. Et après, en dernier, celui dont tout le monde parle, mais que personne n'a jamais vu, parce que c'est rarissime, c'est les fistules de la 4e poche ectobranchiale qui vont aller se choper jusqu'à la thyroïde, avec thyroïde parathyroïde, avec des risques sur les scans de se retrouver avec une thyroïde en feu, un bilan hormonal catastrophique et une thyroïde qui fond par thyroïdite, je dirais, bactérienne. Mais là encore, je vous en parle, vous en avez entendu, puis on s'arrête là. Voilà, Monsieur le Président.